Tu veux apprendre Python? Tu es au bon endroit. Salut bande de pirates et bienvenue dans ce guide ultime Python en 1 heure pour débutants. Allez, perdons pas de temps, let's go. Voilà tout ce que tu apprendras dans ce guide complet. On commence par installer ce qu'il faut pour coder, c'est-à-dire Python et PyCharm. Ensuite, on écrit notre tout premier petit programme. Tu verras, c'est super facile. Tu vas apprendre ensuite à écrire des notes dans ton code, très pratique pour s'y retrouver. Ensuite, on va stocker des infos dans des variables et comprendre les différents types. On passera aux listes, aux conditions avec if, elif et else, aux boucles avec while et for. Ensuite, tu apprendras à écrire tes premières fonctions. Et une fois que tu auras compris tout cela, tu vas enfin pouvoir créer ton premier gros programme, un jeu complet. Allez, c'est parti. Passons à l'installation des outils dont vous aurez besoin pour commencer à programmer efficacement en Python. Ces deux outils sont Python lui-même et PyCharm. Commençons par Python. Vous allez vous rendre sur le site officiel de Python, je vous mettrai un lien dans la description, et vous allez cliquer sur Download. Et ici, encore une fois, vous allez cliquer sur Download Python 3.13.4. C'est la version actuelle de Python. Voilà, le téléchargement va se lancer, vous pouvez cliquer juste ici. Une fois que ceci est fait, vous allez avoir une page d'installation et vous allez pouvoir en fait cocher ici Add Python to the path. Alors vous allez voir, ce sera utile par la suite, cochez-le. On va cliquer ici sur Install Now et là, mon Python est en train de s'installer. Une fois l'installation de Python terminée, vous pouvez tout simplement fermer cette fenêtre. Continuons avec l'installation de PyCharm. PyCharm, c'est un IDE, un environnement de développement intégré. Il va contenir un ensemble d'outils qui va grandement vous faciliter la vie lorsque vous commencerez à programmer en Python. Pour installer PyCharm, rendez-vous sur le site officiel de PyCharm. Donc, je vous mettrai également un lien dans la description. Donc, vous cliquerez sur le bouton Download et ici vous aurez deux options. Donc, vous pourrez installer la version payante de PyCharm. Donc, ce n'est pas celle qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc on va descendre et on va nous installer la version communautaire qui est largement suffisante pour ce que l'on a à faire dans cette vidéo. Et durant tout le long de votre parcours Python, vous verrez qu'en fait cette version communautaire est largement suffisante. Donc vous pourrez cliquer sur Download. Là, le téléchargement va se lancer. Une fois le téléchargement terminé, vous allez pouvoir cliquer dessus. Une fenêtre s'ouvrira alors, vous pourrez mettre Next, Next, et là on a plusieurs choses qu'on va cocher. Donc la première des choses qu'on veut cocher ici, c'est Create Desktop Shortcut. Donc en fait c'est pour créer un raccourci sur notre bureau pour qu'on puisse plus facilement accéder à PyCharm. Donc je vais mettre oui. On veut également mettre Create Association.py. Donc ça c'est pour tout simplement à chaque fois que l'on crée un fichier dans PyCharm, ça ajoute l'extension .py. Donc c'est l'extension de Python, donc ça on veut aussi. Et le reste, on ne va pas cocher. On va juste mettre Next. Je vais mettre Install et on attend que ça s'installe. Une fois l'installation terminée, vous pourrez mettre tout simplement L'installation de PyCharm terminée, je vous invite à lancer. Alors la première fois que vous allez lancer PyCharm, il se peut que celui-ci vous demande si vous voulez importer des paramètres. Vous allez simplement répondre non et vous allez arriver sur cette page qui va vous inviter à créer un nouveau script ou créer un nouveau projet. Moi je vous invite à créer un nouveau projet. Donc là vous allez voir que PyCharm est suffisamment intelligent pour retrouver la version de Python qu'on a installée auparavant. Donc je vous invite à laisser projet venv et à laisser cette version de Python. C'est cette version-là qu'on va utiliser dans chacun de nos projets. Donc, je vais l'appeler, donc là je vais pouvoir nommer mon projet, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler, hop, guide complet Python. Vous mettez créer, la création du projet terminée,
vous allez arriver sur cette interface. Cette interface, c'est l'interface de PyCharm. Donc c'est bien de se familiariser avec cette interface parce que c'est vraiment ici que vous allez tout le temps être lorsque vous allez programmer. En fait, ici, juste là, c'est l'endroit où lorsqu'on ouvrira nos fichiers Python, il y aura nos lignes de code. En bas, vous avez tout simplement une console qui va vous permettre de voir le résultat de vos scripts. Vous allez également avoir la Python console. La Python console, c'est une manière d'interagir avec Python de manière directe, sans forcément devoir écrire des lignes de code dans un fichier. Là, vous pourrez vraiment lui demander d'évaluer des instructions, on verra ça plus tard, de manière directe. Donc moi, je vais rester sur le run. Ici, donc en haut à gauche, vous allez avoir tout simplement la structure de votre projet. Donc là, on peut voir que on a plusieurs dossiers. Donc ici, on a un dossier de notre projet. Et là, on a également un dossier .venf. Le dossier .venf, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Retenez simplement que c'est le dossier de notre environnement virtuel. On parlera des environnements virtuels plus tard dans ce cours. Donc, ce qu'on va faire là, c'est juste se créer un fichier Python. Donc, je vais l'appeler main. Voilà. Donc vous voyez tout simplement qu'on peut remarquer que les fichiers Python se terminent toujours par l'extension .py. .py. C'est une particularité des fichiers Python. Le but de notre programme va être de pouvoir écrire un message dans la console de retour ici de résultats. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre sur le fichier et vous allez pouvoir écrire print, parenthèse. Là, vous allez mettre des guillemets simples et vous allez mettre le message entre les guillemets simples que vous voulez afficher dans la console de retour. Donc moi, je vais simplement mettre bonjour tout le monde. Et là ensuite, on va pouvoir exécuter le programme en venant juste ici et en mettant run main.py. On peut voir que dans la console de retour, j'ai mon message qui s'affiche. Voilà, vous venez d'écrire votre premier programme. Alors ce qui est bien, c'est que print, on peut afficher à la fois une chaîne de caractères, mais on peut également afficher des nombres. Donc en dessous, je vous invite à réécrire un print. Hop. Cette fois, en affichant par exemple le chiffre 10. Si on réexécute, on peut voir que le chiffre 10 s'est affiché. Avec print, on peut également évaluer des expressions mathématiques. Par exemple, si je fais print 5 plus 5, que je fais lancer, on peut voir que ça m'affiche également 10. Je peux évaluer des expressions mathématiques de toutes sortes. Par exemple, en mettant print, je vais mettre par exemple 4 fois 3. Si je mets lancer, on peut voir que j'ai bien 12 qui s'affichent. Voilà. Donc ça, c'est pour print. Print permet vraiment, dans la console de retour, d'afficher des éléments. Il permet à la fois d'afficher des chaînes de caractères, donc comme on a pu voir juste ici avec bonjour tout le monde. Il permet également d'afficher des nombres et il permet également d'afficher des résultats d'expressions mathématiques. Pour terminer avec notre premier programme, je voulais vous montrer quelque chose en plus avec print. En fait, avec print, il y a moyen d'afficher plusieurs éléments à la fois, grâce à ce qu'on appelle la concaténation d'éléments. Par exemple, si je veux faire print et mettre ton nombre, donc là j'affiche simplement une chaîne de caractères, comme on a vu à la première ligne, mais je peux également me dire, ok, je vais afficher un deuxième élément en mettant une virgule, et là je peux par exemple afficher un nombre, donc je vais mettre 15. Donc vous voyez, ça met le premier élément qui est ma chaîne de caractères, ton nombre de points, et vous voyez que ça m'affiche 15. Je peux également, comme on a vu au-dessus, afficher le résultat d'expression mathématique.
Donc je vais mettre ton nombre, je vais mettre 5 fois 3. Et vous voyez que ça me met ton nombre 15. Donc voilà, il y a moyen, avec la concaténation d'éléments, d'afficher plusieurs éléments à la suite dans un print. Passons à l'apprentissage des commentaires en Python. Alors les commentaires, si bien utilisés, sont extrêmement utiles en tant que développeur. Les commentaires, ce sont simplement des lignes que vous pouvez écrire dans votre code qui ne vont ni être exécutées par Python, ni interprétées. En fait, ils vont simplement vous servir à vous en tant que développeur, et quand vous travaillerez à plusieurs, ils vont servir à vos collègues, aux autres développeurs avec qui vous travaillez. En fait, les commentaires peuvent être utilisés de différentes façons. Ils peuvent expliquer un bloc de code complexe à comprendre du premier coup d'œil. Ils peuvent également servir d'aide-mémoire. Par exemple, imaginons que vous codez quelque chose et que vous revenez 2 ans après sur votre code, vous serez bien content d'avoir fait des commentaires pour expliquer un petit peu votre code. Donc comment est-ce qu'on fait un commentaire ? C'est très simple, hein. Vous allez tout simplement taper dièse, ensuite vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est vraiment pas interprété par Python, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Généralement les commentaires en programmation sont écrits en anglais, mais vous pouvez très bien les écrire en français. Donc moi je vais par exemple mettre « Ceci est un commentaire ». Hop. Voilà. Et en fait, voilà, vous venez d'écrire votre premier commentaire. Donc essayons par exemple d'exécuter ce code. Vous verrez qu'en fait, la console de résultats n'affichera rien. Parce que comme je viens de vous le dire, c'est ni interprété ni exécuté par Python. Donc, par exemple, si je mets un print 5 x 3, que je mets un commentaire au-dessus, vous pouvez très bien mettre plusieurs dièses comme ceci, hein, que je vais mettre affiche, hop, affiche 15. Vous voyez que ça n'affiche que le résultat du print. Mes commentaires ne sont pas interprétés ni exécutés. Voilà, ça c'était pour les commentaires. Continuons avec l'apprentissage des variables. Alors là, je vais vous demander d'être 100% focus, car c'est un sujet extrêmement important, surtout quand on débute. Avant de plonger directement dans les variables avec Python, prenons un moment pour bien comprendre ce qu'est une variable, ce qu'on appelle le type d'une variable, et surtout dans quel cas utilise-t-on une variable. Imaginez une variable comme une boîte, dans laquelle on peut stocker des données. Cette boîte a 2 caractéristiques principales, un nom et un type. Le nom de la variable va permettre de savoir ce que contient la boîte. C'est pourquoi il est super important de bien choisir ce nom, pour qu'il reflète clairement la donnée stockée. Ensuite, grâce à ce nom, je peux réutiliser ou modifier la valeur contenue dans cette boîte, à n'importe quel moment dans mon programme. Une variable peut contenir différentes sortes de données. C'est ce qu'on appelle le type d'une variable. Par exemple, si tu veux garder un nombre entier, comme un âge, c'est un certain type, integer. Si tu veux garder un nombre à virgule, comme le chiffre pi, c'est un autre type, float. Si tu veux garder un texte, comme un prénom, c'est un autre type, string. Et pour finir, si tu veux garder une valeur vraie ou fausse, comme est-ce que je suis connecté, c'est le type booléen. Le type sert à dire à l'ordinateur quel genre d'information tu stockes dans ta boîte, donc dans ta variable. C'est important car selon le type, tu pourras faire des choses différentes avec ta variable. Par exemple, on ne fait pas les mêmes choses avec un texte qu'avec un nombre. Maintenant qu'on a défini ce qu'est une variable et ce qu'est le type d'une variable, vous allez me dire, mais quand utilise-t-on des variables ? Et pour illustrer un exemple, je vais prendre l'exemple d'un jeu qu'on connaît tous, Mario Bros. Alors, imagine qu'on crée un petit jeu comme Mario Bros. On pourrait avoir des variables comme la vie de Mario, le nombre de pièces qu'il a ramassées, son nom
Et est-ce qu'il est invincible ou pas? Toutes ces infos changent pendant le jeu. Et c'est là qu'on utilise des variables. On va les mettre dans des boîtes, des variables, pour que le jeu puisse se souvenir de combien de vie il reste à Mario, combien de pièces il a, si oui ou non il est invincible, et plein d'autres choses. Sans variable, le jeu ne pourrait rien retenir. Chaque fois qu'on avancerait, tout serait oublié. Donc une variable, c'est juste un moyen de garder une information en mémoire pour qu'un programme ou un jeu puisse l'utiliser plus tard. Ce qui est super avec les variables, c'est qu'on peut changer ce qu'elles contiennent pendant que le programme tourne. Prenons encore l'exemple de Mario. Imaginons au début du jeu, Mario a 3 vies. Il a 0 pièce, il n'est pas invincible. Au fur et à mesure qu'on joue, si Mario ramasse une pièce, on ajoute une pièce dans sa variable. S'il trouve une étoile d'invincibilité, on change la variable pour dire qu'il est invincible. S'il tombe dans un trou, on enlève une vie. J'espère que tous mes exemples ont pu vous faire comprendre ce qu'est les variables. Passons directement au code maintenant. PyCharm ouvert, nous voilà prêts à pratiquer les variables avec Python. La première des choses, c'est que je vais commencer par déclarer une variable de type integer. Je vais mettre un petit commentaire pour que vous voyez bien. Donc là, ce sera du integer. Et je vais l'appeler age. Et je vais utiliser un égal. Égal, c'est tout simplement pour dire que la valeur que je vais mettre à droite, c'est la valeur que doit stocker notre variable. Donc dans ce cas-ci, je vais mettre par exemple 20. Donc là, je viens de déclarer une variable que j'ai appelée age et dans laquelle je stocke 20. Ce que je peux faire, c'est évidemment récupérer la valeur qu'elle contient en l'appelant par son nom. Donc là, pour cela, je vais utiliser un print pour afficher cela. Et on peut voir que dans la console de résultats, on a bien 20 qui s'affiche. Avec les integers et toute autre variable d'ailleurs, on va pouvoir faire des opérations. Par exemple, dans ce cas-ci, imaginons que je veux déclarer une variable nombre 1 qui serait égal à 14 et nombre 2 qui serait égal à 10. Ce que je peux faire, c'est avoir une troisième variable que j'appellerai résultat, qui serait égal à nombre 1 plus nombre 2. Ce que je peux faire, c'est faire un print de résultat. Si j'exécute, voilà, on peut voir que ça met bien 24 dans la console. J'aurais très bien pu directement print ça, en fait, j'aurais pu faire ceci. Print nombre 1 plus nombre 2, ça revient à la même chose. En fait, le seul intérêt là, c'est que je peux stocker le résultat et ensuite modifier par la suite ma variable résultat. Ce que je peux faire aussi, c'est connaître le type de ma variable. Alors ici, on sait que c'est un integer, mais ça peut être parfois intéressant de récupérer son type. Pour ça, je vais utiliser type, et entre les parenthèses, je vais mettre la variable que je veux connaître son type. Donc ici, ça va être par exemple la variable résultat. Hop. On peut voir que ça nous affiche int pour integer. Passons désormais au nombre flottant. Je vais pouvoir déclarer une variable que je vais appeler pi, qui va contenir 3,14, et je vais l'afficher. Voilà. Vous voyez que ça m'affiche 3,14. Je vais également afficher son type. Hop. Ça m'affiche bien float. Passons aux strings, donc les chaînes de caractères. Et là, vous allez voir, il y a quelques petites choses sympas à faire. Donc, je vais déclarer une variable que je vais appeler nom, qui sera égale à Linus. Et je vais pouvoir afficher nom, évidemment. Hop, vous voyez, ça affiche Linus. Je vais pouvoir également afficher le type de ma variable. On peut voir que c'est bien du string. Mais ce que je peux faire, et ça c'est assez incroyable, en fait, c'est faire de la concaténation de variables. Donc par exemple, je vais déclarer une deuxième variable que je vais appeler prénom. Je vais lui faire stocker Torvald.
Et je pourrais par exemple avoir une troisième variable non complet qui serait égale en fait à nom plus prénom. Si je fais un print et que j'affiche non complet, vous voyez que ça m'affiche Linus Torvald. Alors là, vous voyez, tout est attaché. Alors en fait, là, on va avoir plusieurs manières de le faire. On va pouvoir soit mettre un espace en plus, vous voyez, ça marche, ou alors on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le formatage de string. Alors, suivez-moi simplement, ça va être facile. Je vais faire en sorte que non complet soit égal à f, guillemets, et là, je vais pouvoir formater les variables que je vais afficher, en les mettant simplement dans des accolades. Donc par exemple, si je veux afficher non, je peux le mettre dans une accolade comme ceci. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment l'intérêt, mais l'intérêt, il est là. Je vais pouvoir mettre nom, virgule par exemple. Ensuite, afficher très simplement prénom. Vous voyez, ça affiche Linus, virgule, Torvald. Et ensuite, je vais pouvoir mettre par exemple A. Et je vais pouvoir utiliser une variable que je créerai là. Par exemple, que j'appellerai âge. A, âge. Et la mettre en. Et en tout, ça deviendrait Linus Torvald à 38 ans. Donc ça, c'est le formatage de string. On va voir maintenant les booléens. Donc je rappelle, ce sont des variables qui contiennent soit vrai, soit faux. Donc moi, je vais mettre est programmeur. Hop. Que je vais mettre à true. Alors, vous voyez que true, vous devez mettre une majuscule au début. Pareil pour false, si vous voulez stocker faux, vous devez mettre une majuscule au début. Je peux faire print est programmeur. Et vous voyez, ça m'affiche true. Hop, je vais afficher le type de ma variable est programmeur. Et vous voyez, ça me renvoie bien boolean. Ok, je vous invite à pratiquer pour que vous soyez bien à l'aise. Et on continue pour la suite. Alors, jusqu'ici, on a manipulé des valeurs simples. Un nombre, un texte, un booléen. Mais si on veut stocker plusieurs éléments ensemble, par exemple plusieurs prénoms, plusieurs scores, plusieurs températures, tu vas avoir besoin des listes. Alors, pour créer une liste en Python, c'est très simple. Je lui donne un nom. Moi, je vais l'appeler prénom. Je mets un S parce qu'on va stocker plusieurs valeurs. Je mets égal, et là, je vais mettre des crochets. Dans ces crochets, il va y avoir des valeurs qui vont être délimitées par des virgules. Donc ici, je vais mettre Alice, Bob et Charlie. Dans ma liste, je peux vraiment mettre des valeurs de n'importe quel type. Je peux mettre des ints, des nombres à virgule, hop, et même des valeurs true ou false. Hop. Par exemple, regardons, affichons cette liste, et regardez, vous voyez, donc j'ai toute ma liste qui s'affiche sans problème. Bon, moi je vais enlever ces valeurs-là, parce que ici, on est censé stocker des prénoms. Hop, voilà. Ok, c'est bien beau tout ça, j'affiche toute ma liste, mais si je veux afficher un élément en particulier de ma liste, comment est-ce que je fais ceci? Alors, c'est très très simple. Pour ce faire, je vais devoir accéder à un élément à partir de son index. C'est en fait un chiffre qu'il est attribué par rapport à sa position dans la liste. La position commence à 0 et ensuite ça fait 0, 1 et 2. Donc Alice à la position 0, Bob la position 1 et Charlie la position 2. Rajoutons Jean qui aura la position 3. Donc vous voyez, on commence à compter à partir de 0. Donc si je veux Jean, je vais faire 0, 1, 2, 3. Donc ce sera 3. Hop. Si je fais exécuter, vous voyez, ça m'affiche Jean. Si je veux afficher Alice, je fais print prénom 0. Dans ce cas-ci, ça affichera Alice. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier un élément. Par exemple, imaginons que j'ai envie que ce soit plus Bob, mais ce soit Bobette. Ce que je peux faire, simplement, c'est prendre ma liste, prendre l'index de Bob, donc là c'est 1, et dire, voilà, je veux que Bob, maintenant, ce soit Bobette. Si je fais print de toute ma liste, on peut voir que maintenant il y a Alice, Bobette, Charlie et Jean. Si j'ai envie d'afficher
Bobette, ben, j'ai juste à me prendre son index, donc c'est 1. Hop, et vous voyez, ça m'affiche Bobette. Alors, essayons maintenant d'ajouter un élément à la fin de notre liste. Pour ce faire, c'est assez simple. Je vais prendre ma liste et je vais lui dire .append. Append, ça permet d'ajouter un élément à la fin de notre liste. Là, je vais lui donner une valeur. Par exemple, je vais ajouter à la fin de ma liste Diana. Si je fais print de ma liste, on peut voir que tout à la fin de ma liste, Diana s'est ajoutée. Je vais pouvoir évidemment accéder à Diana très facilement en utilisant son index. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Je fais print prénom 4. Et vous voyez, j'accède à Diana. On peut évidemment supprimer, par exemple, disons qu'on va supprimer Bobette. Donc là, je vais juste réafficher ma liste. Hop. Je vais supprimer Bobette en mettant prénom.remove cette fois-ci. Et je vais mettre l'élément à supprimer. Donc là, je vais mettre Bobette. Je vais réafficher ma liste. Hop. Et vous voyez, j'ai supprimé l'élément Bobette. Alors, il faut que l'élément existe, parce que sinon, vous allez avoir ce qu'on appelle des erreurs. Donc, faites bien attention à cela. Ensuite, je peux également connaître la longueur d'une liste. Pour ce faire, il me suffit simplement d'utiliser len. Donc, moi, je vais faire un print de len et de ma liste. Vous voyez que là, j'ai 4 éléments. Bon, si on ne supprime pas Bobette, j'aurai 5 éléments. Pour clôturer l'apprentissage sur les listes, j'aimerais vous montrer quelques petits trucs cool à faire avec. Donc la première des choses que j'aimerais vous montrer, c'est comment piocher un élément au hasard dans une liste. Donc pour ce faire, on va importer un module random. Alors qu'est-ce que c'est un module? Un module en Python, c'est tout simplement un ensemble de fonctions et de codes que Python va nous fournir pour tout simplement répondre à une demande. Dans ce cas-ci, le module random va nous fournir tout ce dont on a besoin pour gérer l'aléatoire en Python. Vous allez voir, il y a plein de modules différents. Donc, une fois que j'ai mon module importé, je vais créer une variable choisie qui sera égale à random.choice et je vais lui passer ma liste. En fait, ce qui va se passer ici, c'est que le module random va choisir une valeur aléatoire dans ma liste et je la stocke ici dans ma variable choisie. Ensuite, je vais pouvoir faire un print et je vais pouvoir faire du formatage de string et mettre aujourd'hui. C'est. Là, je mets choisi qui commence. Si j'exécute, aujourd'hui, c'est Alice qui commence. Si je réexécute, aujourd'hui, c'est Alice qui commence. Oh ben. Là, si je réexécute, aujourd'hui, c'est Jean qui commence, et ainsi de suite. Alors, continuons. On peut par exemple inverser carrément une liste. Donc, pour ce faire, je vais supprimer ça. Je vais supprimer également random, on n'en a plus besoin. Je vais faire prénom, point reverse. Là, ça va inverser la liste. Et là, je peux mettre print prénom. Et là, regardez, vous voyez, ça a totalement inversé ma liste. Donc ça, c'est pour reverse. Ensuite, ce que je peux faire, c'est trier automatiquement des éléments. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je vais me créer une liste de nombres cette fois-ci. Donc, je vais mettre 4, 1, 8, 3. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire nombre.sort. Donc, sort, c'est pour trier ma liste. Et ensuite, je vais pouvoir afficher ma liste. J'exécute et on peut voir que ma liste a correctement été triée. 1, 2, 3, 4, 8. OK. Ensuite, ce que je peux faire, c'est afficher une partie de ma liste. C'est ce qu'on appelle le slicing. Donc,
je vais reprendre ma liste de prénoms que j'avais créée précédemment. Hop, voilà. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est faire print. Je veux afficher donc prénom. Je mets mes crochets. Et là, je vais mettre 1 jusqu'à 4. Donc en fait, je vais afficher l'élément de l'index 1, donc Bob, jusqu'à l'index 4. 0, 1, 2, 3. Je vais peut-être rajouter un nouvel élément, sinon ça ne marchera pas. Hop. Je fais Enter et vous voyez, ça m'affiche Bob, Charlie et Jean. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu l'utilité des listes et les trucs cool qu'on peut faire avec. On passe à la suite. Bon, continuons avec les conditions. Les conditions permettent à ton programme de prendre des décisions. Un peu comme toi dans la vie, s'il pleut, je prends un parapluie, sinon je prends mes lunettes de soleil. Donc en Python, qu'est-ce que ça donne? Bon, je vais vous montrer, il y a plusieurs manières de gérer les conditions. On va tous les voir, avec tous les types de données. Donc commençons avec les integers. Vous pouvez créer un int. Par exemple, je vais créer une variable âge, je vais lui donner 18. Et ce que je peux faire, c'est dire que si si âge est supérieur ou égal à 18, hop, là vous voyez il y a une différence d'indentation, c'est pour dire qu'en fait, si la condition ici, donc que si âge est supérieur ou égal à 18, dans ce cas-là, je rentre dans ce bloc de données et donc j'exécute l'instruction que je mets là. Donc dans ce cas-ci, si âge est supérieur ou égal à 18, je vais faire print, tu es majeur. Peut-être mettre des guillemets, c'est mieux. Tu es majeur. Hop. Je vais également dire, dans le cas contraire, si jamais âge est inférieur à 18, je vais mettre, hop, tu es mineur. Tout simplement. J'exécute, vous voyez, vu que âge est supérieur ou égal à 18, ben ça me met tu es majeur. Imaginons faisant en sorte que âge soit égal à 14, ça me met tu es mineur. Alors il y a également l'instruction elif, qui est en fait une condition intermédiaire pour rajouter des cas possibles. Par exemple, si j'ai envie de rajouter un cas où âge, bon, allez, disons que âge serait supérieur ou égal à 13, je mettrais par exemple tu es ado. Donc dans ce cas-ci, regardez ce que ça fait. Ça vérifie la première condition. Donc est-ce que âge est supérieur ou égal à 18? Non. Mais est-ce que âge est supérieur ou égal à 13? Oui. Il ne va pas plus loin. Il exécute ceci. Et si aucune des deux est remplie, ça me mettra le else, tu es mineur. Alors là, on a vu avec les ints. Mais il y a vraiment moyen de faire avec tout type de données. Par exemple, je pourrais avoir un nom et je pourrais me dire, ok, je vais mettre Daniel. Je vais l'appeler Daniel. Ce que je pourrais dire, c'est tout simplement faire une condition en disant si nom est égal, vous voyez, là c'est le égal, donc vous devez mettre double égal en fait, parce qu'il y a le égal pour attribuer une valeur à une variable et il y a le égal dans les conditions. Si nom est égal à Daniel, je vais mettre print, tu es Daniel. Sinon, je vais mettre tu es un imposteur. Alors oui, je suis très violent, mais c'est un exemple. Hein. Là, vous voyez, ça me met tu es Daniel. Parce qu'effectivement, nom est égal à Daniel. Mais imaginons que maintenant, je mets ma variable nom, je mets Joris. Vous voyez, ça me met tu es un imposteur. Ok. Continuons. Il y a moyen de le faire avec le float, mais je pense que vous avez compris. Maintenant, on va utiliser un petit peu les booléens. Les booléens, c'est vraiment à ça que ça sert. C'est à les utiliser dans des conditions. Par exemple, je pourrais me dire de créer une variable est autorisée, hop, qui serait égale à true, à vrai. Ce que je vais pouvoir faire du coup, c'est me dire, dans ce cas-ci, si est autorisé est égal à true,
je vais pouvoir mettre tu es autorisé. Sinon, je vais mettre print tu n'es pas autorisé. Donc là, vous voyez, ça me met tu es autorisé. Alors, il y a une manière plus simple d'écrire if est autorisé est égal à true. C'est simplement de mettre if autorisé. C'est la même chose. Vous voyez, tu es autorisé. Maintenant, si je mets est autorisé à false, vous voyez, ça me mettra tu n'es pas autorisé. Voyons maintenant les ends et les or. Donc, commençons avec le end. Par exemple, imaginons que mon système d'autorisation, j'aimerais le rendre un peu plus complexe. J'aimerais faire en sorte que pour être autorisé, il faut non seulement être autorisé, mais en plus de ça, avoir comme nom Daniel. Comment est-ce que je vais faire? C'est très simple. Alors, je vais enlever tout ça. Je vais dire if nom est égal à Daniel. Et, vous voyez, end, et je veux qu'il y ait une deuxième condition remplie, c'est que est autorisé est égal à true. Bon, dans ce cas-ci, on a vu qu'on pouvait utiliser cette syntaxe. Je rentre. Si les deux conditions sont remplies, si nom est égal à Daniel et que est autorisé est égal à true, dans ce cas-ci, je vais pouvoir mettre tu es autorisé. Sinon, s'il y a une des conditions qui n'est pas remplie, je vais mettre tu n'es pas autorisé. Tout simplement. J'exécute. Là, ça me met tu n'es pas autorisé. Essayons de s'appeler Daniel. Vous voyez, ça me met toujours tu n'es pas autorisé. Pourtant, ma variable nom est bien égale à Daniel. Mais c'est parce qu'il faut que la deuxième condition soit remplie. Est autorisé ici est égal à faux. Je vais devoir le passer à vrai. Et là, vous voyez, les deux conditions sont remplies. Ça me met tu es autorisé. Ce que je peux faire, c'est me dire utiliser le ou. Donc le or. Ça veut tout simplement dire que une des deux conditions doit être remplie. Donc pour être autorisé, je dois soit être autorisé, soit m'appeler Daniel. Donc dans ce cas-ci, je vais faire en sorte que je ne sois pas autorisé, mais par contre, vu que je m'appelle Daniel, vous voyez, je suis toujours autorisé. Hop. Par exemple, imaginons que je fais en sorte que je m'appelle Joris, mais par contre, je suis autorisé. Donc là, une des deux est comblée. C'est le fait que est autorisé est égal à vrai. Si j'exécute, vous voyez, ça me met tu es autorisé. J'espère que vous avez bien tout compris. Je souhaite clôturer le chapitre sur les conditions en parlant d'input. Alors je sais pertinemment que input est fortement relié au sujet des variables, mais j'ai fait exprès de l'omettre afin de pouvoir parler de celui-ci dans les conditions. Alors, input va simplement pouvoir nous permettre à l'utilisateur de rentrer lui-même des données. Par exemple, je peux faire en sorte que notre variable âge que j'ai définie moi-même à 18 soit définie plutôt par ce que rentre l'utilisateur. Pour ce faire, je vais simplement faire int input et là je mets la phrase, le petit prompt avant que l'utilisateur rentre sa donnée. Donc je vais mettre quel est ton âge. Hop. Je fais exécuter. Vous voyez, ça me met un petit prompt en disant quel est ton âge. Donc là, vous pouvez rentrer avec votre clavier. Moi, je vais mettre 17 par exemple. Je vais faire Enter et ça me met tu es ado. Donc là, notre variable âge est définie par rapport à ce que l'utilisateur rentre. Donc ici, j'ai mis un int. En fait, c'est tout simplement une conversion de type parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'utilisateur rentre quelque chose dans un input, c'est automatiquement de type string. Et évidemment, un type string n'est pas un type integer. Nous, il nous faut un type integer, donc je le convertis avec un int. Alors, avec les inputs, je peux rentrer absolument tout ce que je veux. Je peux rentrer par exemple un nom. Donc là, je vais mettre nom est égal à input. Là, je n'ai pas besoin de le convertir parce que je vous rappelle que ce que rentre un utilisateur dans un input est automatiquement un string. Et je vais pouvoir mettre quel est ton nom. Hop. Une fois que l'utilisateur aura rentré son nom, je vais pouvoir afficher nom. Regardez, donc là, dans un premier temps, je rentre mon âge. Je vais mettre 22. Et ensuite, je vais mettre mon nom. Donc là, je vais mettre Amodev.
j'entre. Vous voyez, ça me met à modève, tu es majeur. Voilà. Donc voilà, le chapitre sur les conditions est clôturé. On peut passer à la suite. Là, on enchaîne sur les boucles. Alors, les boucles, elles vont être utilisées pour répéter des instructions. Il existe deux types de boucles en Python, la boucle for et la boucle while. La boucle for va être utilisée lorsqu'on sait à l'avance le nombre de fois qu'on doit répéter une instruction. Bon, exemple. Imaginons que je veux afficher les nombres de 1 à 5. Avec ce qu'on a pour l'instant à notre disposition, on serait tenté de faire cela. On serait tenté de faire print 1, print 2, print 3. Hop, je vais copier-coller comme ça ira plus vite. Yop. 4. Et du coup, finissons par 5. Là, ça affiche effectivement les nombres de 1 à 5. Mais là, on vient de répéter 5 fois l'instruction print. Et il y a bien un truc à savoir avec les programmeurs, c'est qu'on déteste se répéter. On va utiliser plutôt pour cela les boucles. Donc, je fais for i in range de 1 à 6. Là, on peut voir qu'il y a une différence d'indentation. C'est qu'en fait, je suis dans le bloc de la boucle for. Et donc, en fait, tout ce que je vais mettre là va être répété. Le nombre de fois que j'ai choisi. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire print i. Je vais tout vous expliquer. J'exécute et là, on peut voir qu'on a des nombres de 1 à 5 qui s'affichent. Si je mets 11, je vais avoir les nombres de 1 à 10 qui vont s'afficher. Alors, qu'est-ce que ça fait en fait ? Ce qu'on va dire tout simplement, c'est qu'on va range, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller de 1 à 11 dans ce cas-ci, en fait, parce qu'il faut rajouter un chiffre en plus, il faut rajouter un plus 1 pour arriver jusqu'à 10, et qu'en fait, à chaque tour de boucle, en fait, la valeur de i va être égale au nombre actuel dans la boucle. C'est-à-dire que dans un premier temps, i sera égal à 1, puis 2, puis 3, puis 4, et ainsi de suite jusqu'à 10. Et ensuite, simplement, je l'affiche. Voilà. Avec la boucle for, je peux également, et ça c'est trop bien, je peux également aller itérer dans une liste. Je m'explique. Donc, créons une petite liste de noms. Hop. Voilà, je le fais très rapidement. Hop. Et on va en mettre un dernier. Voilà. Donc j'ai ma liste de noms. Ce que je vais pouvoir faire, je vais peut-être faire ça après, voilà. Je vais pouvoir faire for nom in nom. Je vais pouvoir faire un print de nom. Et regardez. Vous voyez que j'ai tous mes noms qui s'affichent. Alors, en fait, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de dire, tu vas aller dans ma liste, tu vas itérer dans ma liste, c'est-à-dire que tu vas commencer par Alice, Daniel et Jérémy, et chaque valeur actuelle, tu vas me le stocker dans nom. Donc, dans un premier temps, ici, le nom là sera égal à Alice. Au tour suivant, il sera égal à Daniel. Et au tour suivant, il sera égal à Jérémy. Pour aller plus loin, ce que je peux faire également, c'est en plus d'afficher la valeur de chaque élément de ma liste, je peux également afficher son index en plus. Donc pour ce faire, en fait, je vais mettre une deuxième variable que je vais appeler index. Et ici, on va utiliser enumerate. Et là, on va lui passer ma liste. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'enumerate, en plus de renvoyer la valeur actuelle de chaque élément de la liste qu'il va stocker dans nom, à chaque tour de boucle, il va également renvoyer son index. Et là, en fait, ce que je peux faire avec un f-string, c'est afficher donc l'index, hop, 2 petits points, et je vais également afficher le nom. Je vais retirer ça, comme ça on voit les choses plus clairement. Et là, vous voyez, ça me renvoie l'index et l'élément. Voilà. Continuons avec la boucle while, qui se comporte différemment de la boucle for. La boucle while va boucler tant que la condition que je lui donne est vraie. Essayons d'afficher des nombres de 1 à 5, comme dans le dernier exemple de la boucle for, mais avec la boucle while. Je vais déclarer une variable nombre que je vais mettre à 1. Ensuite, je vais dire je boucle tant que nombre est inférieur ou égal à 5.
Ensuite, vous voyez, différence d'indentation, c'est les instructions à répéter. Je vais faire un print nombre et je vais dire que nombre est égal à lui-même plus 1. Si j'exécute, on peut voir que les nombres de 1 à 5 s'affichent correctement. En fait, vous voyez, la boucle va continuer tant que nombre est inférieur ou égal à 5. Premier tour de boucle, nombre sera égal à 1, c'est ce qu'on a déclaré au-dessus, donc forcément, la condition est toujours vraie, donc je refais un tour de boucle. En même temps, je vais incrémenter nombre de 1 à chaque tour de boucle, donc après il sera à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5, et à un moment, bam, la boucle while se terminera parce que la condition est désormais fausse. Ok. Alors, cette instruction-là, il y a une manière plus courte de le faire. On peut mettre plus égale 1. Et je pourrais d'ailleurs mettre moins égale 1. Ok. Ça, c'est la première façon d'utiliser une boucle while. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire un petit programme qui demande à l'utilisateur d'entrer son âge, et tant qu'il entre un âge mineur, il n'est pas autorisé. S'il entre un âge majeur, il serait autorisé. Donc ce qu'on va faire, c'est, déclarer une petite variable âge qu'on va simplement mettre à 0 pour l'instant. Comme ça, il y aura d'office un tour de boucle, parce que, évidemment, si la condition est fausse dès le départ, on ne rentrera pas tout court dans la boucle. Nous, on veut quand même faire un tour de boucle. Donc là, je vais faire while, boucler tant que âge est inférieur ou égal, juste inférieur à 18 dans ce cas-ci. Ensuite, on va dire que cette fois, une fois que je rentre dans la boucle, âge sera égal à int input, entrez votre âge. OK. On teste. Là, ça me demande d'entrer mon âge. Je mets 10. Ça me demande toujours d'entrer mon âge. Je mets 15. Et à un moment, si je mets 18, vous voyez, la boucle s'arrête. Alors, on va faire les choses un peu mieux. Je vais tout simplement dire que si âge est inférieur à 18, à chaque tour de boucle, je vais mettre « Vous n'êtes pas autorisé ». Sinon, je vais mettre print autorisé. Je lance, entrez votre âge, je mets 14, ça me met vous n'êtes pas autorisé, 15, ça me met vous n'êtes pas autorisé, je mets 18, vous êtes autorisé. Voilà. Donc ça, c'était pour une autre fonctionnalité de la boucle while. Dernière chose très utile en parlant de la boucle while, c'est de faire attention aux boucles infinies. En fait, si vous faites une boucle avec une condition qui est toujours vraie, qui ne sera jamais fausse, dans ce cas-ci, vous allez créer ce qu'on appelle une boucle infinie. Une boucle qui va tout simplement boucler en continu sans jamais s'arrêter, et ça fera tout simplement planter votre programme. Donc faites bien attention à cela. On passe à la suite. Les fonctions. Les fonctions, c'est un sujet super important en programmation. Je sais, vous allez vous dire, mais il dit ça à chaque début de section. Mais je vous jure qu'en fait, tout ce que je vous présente est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est un bloc de code qu'on peut réutiliser. Mais en plus des boucles qu'on a appris dans la section précédente, elle peut recevoir des paramètres, donc des informations, faire des calculs et parfois nous donner un résultat, une valeur de retour. Alors, prenons un petit exemple. Imaginons que j'ai envie, imaginons que j'ai un bloc de code qui fait print bonjour Alice, print bonjour Bob et print bonjour Claire. Là, vous voyez, on vient de se répéter. Et je vous ai dit dans la section précédente qu'un programmeur, s'il y a bien une chose qu'il déteste au plus haut point, c'est la répétition. Alors effectivement, ça marche. Si j'exécute, ça met
bonjour Alice, bonjour Bob, bonjour Claire. Mais là, on va se créer une fonction qui va nous permettre de ne pas faire de répétition. Je vais créer une fonction. Donc pour créer une fonction, on va appeler le mot-clé def pour definition. Le nom de notre fonction, donc toujours utiliser le snake case. Et aussi, c'est une bonne pratique de faire en sorte que le nom de votre fonction définisse clairement l'objectif de votre fonction. Dans ce cas-ci, l'objectif de notre fonction, c'est de dire bonjour. Donc je vais mettre dire bonjour. Évidemment, pour l'instant, j'utilise le français. C'est une bonne pratique par la suite que vous définissez le nom de tous vos éléments en anglais. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est lui donner, comme je l'ai dit, un paramètre à notre fonction. Donc, j'avais donné comme exemple qu'elle pouvait recevoir des infos. Donc là, je vais faire en sorte que ma fonction reçoit le paramètre prénom. Et ensuite, encore une fois, 2 petits points, et je rentre dans le bloc de ma fonction. Ce que je vais faire, c'est mettre un print, et je vais utiliser le formatage de string en mettant bonjour, hop, et là, je vais utiliser prénom. Alors, ensuite, j'appelle ma fonction, dire bonjour, hop, et là, je lui mets tout simplement la valeur de mon paramètre. Donc ici, par exemple, j'ai envie que ce soit dans un premier temps Alice. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la valeur que je définis ici sera prise en compte par prénom. Et en fait, du coup, ça fera bonjour, la valeur de prénom qui sera égale à Alice. Regardez, je vais peut-être enlever les prints là. Regardez, ça met bonjour Alice. Ce que je peux faire aussi, c'est hop, rappeler, dire bonjour en mettant par exemple Jeannette. Ça mettra bonjour Jeannette. Donc vous voyez en fait là la puissance des fonctions. Je peux répéter un bloc de code, mais en fait je peux modifier le comportement, la manière dont ce bloc de code va se répéter grâce aux paramètres que je passe à ma fonction. Bon, essayons avec plusieurs paramètres. Alors c'est possible de mettre des fonctions sans paramètres. Vous pouvez très bien vous dire, ben voilà, je vais avoir une fonction qui va, par exemple, dire juste bonjour, mais sans mettre de paramètres. Juste, cette fonction va juste faire bonjour. Je peux très bien le faire. Yop. Regardez. Bon là, ça pose problème parce que j'ai déjà une fonction dire bonjour. Je vais la supprimer. Hop. Et regardez, ça me met juste bonjour. Je peux avoir des fonctions sans paramètres. Bon, continuons avec une fonction avec plusieurs paramètres. Je vais créer ma petite fonction que je vais appeler addition, qui va prendre nombre 1 et nombre 2. 2 paramètres. L'objectif de ça, c'est que je vais créer une variable intermédiaire. Je peux créer des variables dans les fonctions. Cette variable intermédiaire va stocker le résultat de nombre 1 plus nombre 2. Ensuite, je fais un print de formatage où je vais afficher nombre 1 plus nombre 2 est égal, alors là évidemment c'est pas évalué, c'est juste pour le formatage de string, est égal, et là je mets résultat. Si j'exécute, alors il faut que j'appelle évidemment ma fonction, sinon ça ne marche pas. Donc je l'appelle en l'appelant par son nom, je mets les parenthèses, et là je vais mettre mes 2 paramètres, donc je vais mettre par exemple 10 et 15. Vous voyez que ça me met 10 plus 15 est égal à 25. C'est parfait. Alors, les fonctions permettent également de retourner un résultat. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous montre. Créons une fonction que je vais appeler multiplier. Yop. Qui va prendre, encore une fois, nombre 1 et nombre 2. Que je pourrais donc modifier. Hop. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nombre 1 et nombre 2 ici ne sont pas les mêmes nombre 1 et nombre 2
que de la fonction multiplier. En fait, chaque fonction a ses propres paramètres et je peux très bien leur donner le même nom. En fait, nombre 1 et nombre 2 ici existent seulement dans le contexte de ma fonction additionnée. Nombre 1 et nombre 2 ici existent seulement ici dans le contexte de ma fonction multiplier. Ensuite, je vais pouvoir mettre multiplier. Hop. Je n'ai pas continué le corps de la fonction, je suis désolé. Voilà, je continue, excusez-moi. Je vais pouvoir mettre, donc return, pardon, nombre 1 fois nombre 2. Alors le fois en informatique, c'est le petit astérix ici. Donc return ici, ça permet de retourner une valeur. Donc en fait, ce que va faire ma fonction multiplier, c'est qu'elle va prendre nombre 1 et nombre 2 que je passe en paramètre, et elle va retourner nombre 1 fois nombre 2. Regardez, si je crée une variable résultat, qui sera égale au résultat renvoyé par multiplier, ici, ok, je vais mettre 5 et 5, qu'ensuite j'affiche résultat, hop, on peut voir que ça me met 25. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre du coup le print et le return? Le print, lui, ne renvoie aucune valeur ici. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors que ici, quand je fais un return nombre 1 fois nombre 2, ici, ça me renvoie réellement une valeur. Pour vous montrer, pour vous le prouver, imaginons que je crée, donc là, je vais l'appeler plutôt résultat multiplié. Et là, je vais me créer une autre variable que je vais appeler résultat addition. Si je fais égal et que j'essaye de faire un print de résultat addition, on va avoir une erreur. Parce qu'en fait, ça me met que j'essaye de récupérer un return de addition alors qu'il n'y a aucun return. En fait, le print sert juste à afficher un élément. Ici, là, je retourne vraiment un résultat. J'espère que vous avez compris. Alors, continuons maintenant avec, désormais, je vais continuer avec multiplier, voilà. Je vais juste mettre un print, je ne vais pas retourner de valeur. Hop. Je vais mettre un print de nombre 1 fois nombre 2. Je vais l'appeler comme ceci. J'exécute, vous voyez, ça me met 100. Donc continuons avec les paramètres par défaut. Alors les paramètres par défaut, en fait, c'est des paramètres. Imaginons que je décide de faire en sorte que je ne mets pas de paramètres moi-même ici dans ma fonction. Quand j'appelle ma fonction, je ne veux pas de paramètres. Ben, ce que je peux faire, c'est dire, ok, je peux dire que ma fonction choisit automatiquement la valeur de ces paramètres. Par exemple, j'aimerais que si je ne précise aucun paramètre lors de l'appel de la fonction, j'aimerais bien que nombre 1 soit égal par défaut à 15 et nombre 2 soit égal à 10. Et dans ce cas-ci, je n'appelle pas multiplier avec des paramètres et vous voyez que ça prend en compte les paramètres par défaut et ça m'affiche bien 150. Voilà, j'espère que vous avez compris l'intérêt des fonctions qui est de répéter un code, un bout de code, mais en plus de cela, je peux modifier la manière dont ce code, ce bout de code, va se répéter grâce aux paramètres. Et ça, c'est important. Une fonction permet également de retourner un résultat pour ensuite le récupérer, l'afficher et même faire des traitements dessus. On a parlé également des paramètres par défaut qui permet que si j'appelle ma fonction sans paramètres, ça les définisse par la valeur que j'ai choisie. Voilà, passons à la suite. Passons au final. Dans ce final, tu vas pouvoir mettre en pratique tout ce que tu as appris précédemment pour créer ton premier programme. Ici, le programme qu'on va créer, c'est un petit jeu. Devine le nombre. Donc, je te montre un exemple en Python et puis je te donne les instructions si tu veux essayer de faire le programme par toi-même. Ensuite, je te montrerai comment moi, j'ai codé ce programme. Donc, let's go. Donc ici, on peut voir qu'on a un print avec trouver un nombre entre 1 et 100 et je sais que je vais devoir trouver ce nombre entre 1 et 100 en 7 essais. Là, ça attend que je rentre un nombre, donc je vais essayer 50.
ça me met plus petit, je vais essayer 20, ça me met plus petit, je vais essayer 10, plus petit, 5, plus petit, 2, plus grand, 3, gagné. Le nombre à trouver était 3. J'ai réussi à trouver le nombre en 5 essais, et vous voyez, ça me met gagné. Évidemment, si je n'aurais pas trouvé le nombre en 7 essais, ça aurait simplement quitté le programme en me disant tout simplement que j'ai perdu et que le nombre était 3 dans ce cas-ci. Passons aux instructions si tu veux tenter de reproduire ce jeu par toi-même. Donc je vais te donner quelques indices, etc. Si tu veux vraiment passer directement à la création, que je te montre la création du jeu, je t'invite à avancer un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc l'objectif sera de créer un petit jeu, comme tu l'as compris, où l'ordinateur va choisir un nombre secret entre 1 et 100. Mais tu verras que la délimitation, tu pourras la changer plus tard. Donc, et le joueur doit deviner le nombre en un nombre limité d'essais. Hop. Ensuite, donc voici les instructions. L'ordinateur choisit un nombre aléatoire entre 1 et 100. Le joueur entre une proposition. Le programme répond. Plus grand si le nombre à deviner est plus élevé, plus petit si le nombre est plus bas, et gagné si la proposition est correcte. Le joueur a 7 essais maximum. À la fin, on affiche un message de victoire ou d'échec avec le bon nombre. Voici quelques indices et des aides. Donc, utilise random.randint entre 1 et 100 pour générer le nombre mystère. Donc, random.randint va te permettre de générer un nombre tout simplement aléatoire entre 1 et 100. Tu peux voir que ici, j'utilise le module random qu'on a déjà vu lorsqu'on parlait des listes, qui permet de gérer l'aléatoire. Ensuite, pour récupérer une saisie utilisateur, utilise un input et pense bien à convertir ce input en int. Je vous rappelle que chaque élément rentré d'un input par un utilisateur est un string, mais nous on veut gérer des nombres, donc convertis-le bien avec int. Une boucle while te permettra de répéter les tentatives, et n'oublie pas de décrémenter le nombre d'essais à chaque tour. Tu peux utiliser if, elif et else pour donner des indices aux joueurs. Ok. Donc maintenant, si tu veux essayer de faire ce projet par toi-même, mets pause sur la vidéo et reviens lorsque tu as terminé ou lorsque tu es bloqué, je te montre comment moi j'ai créé ce programme. Allez, c'est parti. Passons au code du projet. Donc la première des choses que je vais faire, c'est importer le module random qui va me permettre donc de gérer l'aléatoire et d'utiliser la fameuse fonction randint que je vous ai parlé. Donc je vais mettre un petit print en disant tout simplement trouve un nombre entre 1 et 100. Ensuite, je vais mettre nombre à deviner. Donc là, c'est la première variable que je vais créer. Et le nombre à deviner, en fait, il sera égal à random.randint 1 jusqu'à 100. Donc là, en fait, ça va tout simplement choisir un nombre aléatoire entre 1 et 100 et le stocker dans la variable nombre à deviner. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'ensuite, vous pourrez tout simplement changer le programme pour que ça demande un nombre à deviner entre 1 et 50, entre 1 et 1000, etc. Ensuite, je vais mettre le nombre entré par l'utilisateur. Dans un premier temps, je vais le mettre à 0. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, je vais définir simplement le nombre d'essais, hop, que je vais mettre à 7. Là, je vais mettre ma petite boucle while. Donc ça va être la boucle qui va boucler, qui va demander à l'utilisateur constamment d'entrer une proposition et d'afficher également plus grand, plus petit ou gagné. Et ainsi de suite. Donc là, je vais dire, je vais boucler tant que nombre entré est différent du nombre à deviner. Évidemment, on veut boucler tant que nombre entré est différent du nombre à deviner. Mais en plus de ça, je veux faire en sorte que nombre d'essais soit supérieur à 0. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va continuer la boucle du jeu tant que nombre entré est différent du nombre à deviner, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas trouvé le nombre, ou alors que nombre essais est supérieur à 0. Si à un moment nombre d'essais devient inférieur à 0, ça arrêtera la boucle du jeu. Évidemment, on ne veut pas que le joueur puisse continuer à jouer si jamais il n'a plus d'essais. Ok, ensuite ce que je vais faire, c'est mettre nombre d'essais est égal à int input. On convertit bien le input, vu que là on travaille avec des nombres. Et je vais mettre un petit formatage de string, entrez votre proposition
Hop, je vais ici mettre nombre d'essais. Essais restants. Hop là. Voilà. Donc là, ce que ça met, c'est formatage de string, entrez votre proposition, ça met 7 essais restants, 6 essais restants à chaque tour de boucle. Ensuite, je vais utiliser les conditions. C'est ce qui va me permettre à chaque tour de boucle de vérifier si le nombre entré par l'utilisateur est inférieur ou supérieur au nombre à deviner. Et ensuite, mettre du coup le message correct. Donc là, je vais mettre if nombre entré est inférieur à un nombre à deviner. Je vais mettre print plus grand. Là, ce que ça fait, c'est que si le nombre entré par l'utilisateur est inférieur au nombre à deviner, c'est-à-dire que le nombre à deviner est plus grand que celui entré par l'utilisateur, donc on le précise à l'utilisateur. On lui donne des petits indices. Là, je vais mettre elif. C'est une condition intermédiaire, donc si celle-là n'est pas remplie, il va essayer de voir si celle-ci est remplie. Hop. Si nombre entré est supérieur à nombre à deviner, dans ce cas-ci, je vais mettre simplement plus petit. Hop. Et sinon, c'est qu'en fait, si ces deux conditions ne sont pas remplies, c'est qu'en fait, j'ai trouvé le nombre. Et si j'ai trouvé le nombre, je vais simplement mettre print, gagner, et ce que je vais faire, c'est mettre un petit break pour arrêter directement la boucle. On ne sait jamais, normalement, cette condition devrait arrêter la boucle, mais au cas où je mets un break, au cas où il y aurait un dernier tour qui se joue, je ne veux pas. À chaque tour de boucle aussi, ce que je vais faire, c'est faire nombre d'essais est égal à nombre d'essais moins 1. Donc je vais retirer à nombre d'essais un 1. Alors on avait vu qu'il y avait moyen d'utiliser cette syntaxe-ci, qui est plus courte. Et si je sors de la boucle, je vais mettre, si le nombre entré est différent du nombre à deviner, hop, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas trouvé le nombre et qu'on est sorti de la boucle, c'est qu'en fait on a perdu. Et je vais mettre le nombre était nombre à deviner. Voilà. Si j'exécute, on va un petit peu zoomer, trouve un nombre entre 1 et 100, je vais mettre 50, plus grand, 60, plus grand, 80, plus grand, décidément, 90, plus grand, ok, 95, 93, 94 alors. Et voilà, j'ai gagné. Essayons de tester pour voir si jamais je ne trouve pas le nombre, donc je vais mettre 50. Hop. Évidemment, si j'ai mis une astérisque, ça ne peut pas marcher. Je vais mettre constamment 50 pour voir. Hop. Voilà, dommage, le nombre était 9. Voilà, vous avez appris à créer votre premier programme. On passe à la suite. Ok, ce guide touche à sa fin. Vous avez appris les bases de Python, vous avez créé votre premier programme. Et j'aimerais clôturer ce guide sur une section et après. Qu'est-ce que vous pouvez faire après que vous ayez appris les bases de Python? Vous pouvez déjà réaliser quelques projets simples à faire ensuite. La plupart de ces projets, je les ferai sur ma chaîne. Donc, le premier, c'est calculatrice Python avec interface Tkinter ou en console. Donc Tkinter, ça permet de créer des interfaces graphiques. Je ferai un guide sur Tkinter sur ma chaîne également. Vous pouvez essayer de faire un convertisseur d'unités, donc mètre, kilomètre, euro, dollar. Un jeu pierre, papier, ciseaux en console ou même avec une interface graphique. Et une to-do list en console. Voici quelques sites pour vous exercer. Je vous mettrai tous les liens dont vous avez besoin en description. Et j'aimerais vous donner également quelques conseils pour progresser. Donc, le premier conseil et le plus important pour moi, c'est de coder un peu chaque jour, même 20 minutes. Coder vraiment chaque jour. C'est ce qui va faire la différence. Ensuite, reproduisez et améliorez des projets simples, comme par exemple le jeu qu'on a fait dans ce guide. Vous pouvez l'améliorer, rajouter certaines choses,
essayez de le faire ensuite en interface graphique. Vraiment, laissez cours à votre imagination, à votre créativité. Ensuite, lis des projets open source sur GitHub. C'est important. Vous allez sur GitHub, vous prenez des projets open source et vous essayez de les améliorer, de modifier certaines choses, etc. Voilà. Ce guide est maintenant terminé. J'espère de tout cœur qu'il aura pu vous aider. Si vous avez des choses à me dire en commentaire, des questions, etc., n'hésitez surtout pas, je répondrai vraiment à tous les commentaires. Aussi, tous les liens utiles seront dans la description, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce guide vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.